Allez, on passe maintenant à Monsieur Luc Martha de Andrade, qui est donc président de NXU Think Tank, qui est un groupe de réflexion intellectuelle et d'échange pluridisciplinaire autour des impacts de l'IA sur nos sociétés. Monsieur Martha de Andrade évoquera le sujet majeur de la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Après un parcours dans de grandes sociétés de consulting sur des fonctions de directeur de centres de profit, M. Martha de Andrade est aujourd'hui chef d'entreprise dans le monde des ESN. Et avec 3 amis, il a lancé Think Tank, dont l'objet est de comprendre l'impact sociétal lié à l'accélération des technologies, notamment les NBIC, qui sont les nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences connectives. J'espère que je n'ai pas été une bêtise, M. Martha de Andrade, vous me direz, en faisant intervenir donc des spécialistes dans des domaines tels que la philosophie, la médecine, etc. Le résultat de leur travail est connu grâce à des publications et des conférences, ainsi que de nombreux échanges avec de multiples organismes paritaires. Monsieur Martha de Andrade, je vous laisse la parole et merci d'être présent. Bonjour à tous et merci de cette belle introduction. J'ajoute que Luc Trenzler est vice-président de NextU et qu'on a l'habitude de se partager justement les conférences avec une bonne complémentarité d'intervention. Je précise aussi que sur le site de NextU et notamment la chaîne YouTube, vous avez je crois près d'une 50aine de vidéos d'environ 10 minutes, dont une 40aine qui tournent autour de ChatGPT. Donc chacun peut aller faire son marché et regarder de façon thématique ce qui l'intéresse. Alors effectivement, je vais aborder deux sujets. D'abord, effectivement, la différence entre l'IA et l'IH qui n'ont, vous allez voir, rien à voir entre elles. D'ailleurs, on peut se demander si on aurait dû appeler l'intelligence artificielle intelligence. Et puis après, quelques cas pratiques caricaturaux pour que vous puissiez mesurer, puisque là on parle de formation, mesurer la nécessité de se former pour être en complémentarité avec l'IA. Alors, Luc a parlé des réseaux de neurones virtuels. Ils sont virtuels, alors que les réseaux de neurones humains c'est ce qu'on appelle du hardware. Si vous voulez, le hardware, c'est la partie matérielle de l'informatique, et le virtuel, on va dire, c'est la partie logicielle. Et si le hardware dans l'informatique, ça peut être ou des transistors ou des puces, chez l'humain, le hardware, c'est directement des neurones et des réseaux de neurones. Et quand on observe donc le cerveau, on s'aperçoit qu'on détecte une activité électrique dans ces réseaux de neurones physiques, mais c'est tout ce qu'on détecte. On n'en comprend pas les relations et on comprend encore moins comment cette chaîne de signaux produit de l'intelligence et de l'émotion. Vous l'avez compris à travers ce que disait Luc, l'intelligence artificielle a une fonction algorithmique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement les chercheurs dans le monde de l'informatique ont dit on va essayer, comme le disait Luc tout à l'heure, de copier les réseaux de neurones humains, mais on leur a attribué à ces réseaux de neurones virtuels une fonction algorithmique. Mais on est incapable de dire que les réseaux de neurones humains ont cette fonction algorithmique. Certains partent en conjecture dans cette direction, mais la science ne l'a pas démontré, est incapable de savoir comment ça fonctionne. Et par exemple, typiquement, en sortie d'un neurone, vous avez près de 10 000 connexions, ce qui montre un peu le niveau de complexité entre les différents neurones, mais on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Si je regarde l'intelligence artificielle, elle peut typiquement évaluer 500 facteurs prédictifs de façon plus précise que le jugement humain, qui ne peut en évaluer que 5. Donc, d'un côté, l'intelligence artificielle a une approche statistique, mais nous, de notre côté, on s'aperçoit qu'on s'appuie sur des règles mentales, on appelle ça de l'heuristique, qui donnent des jugements plausibles, mais parfois douteux, où l'on confond facilement imaginable avec le très probable. L'intelligence et notre mémoire, elles sont dans notre cerveau et dans notre corps. Et elle intervient de façon consciente et inconsciente. Typiquement, le cerveau corrige notre vision, on ne s'en rend pas compte. Et il y a donc toute cette activité, je n'ai pas conscience à l'instant que je bouge mes bras, j'en ai une conscience très, très diffuse. Je m'entraîne quand je joue de la guitare, donc je passe d'une activité consciente à une activité inconsciente, puisqu'une fois que je suis entraîné, j'arrive à jouer juste par impulsion, mais si je réfléchis à ce que je vais faire, je vais sans doute me tromper. Alors, en plus, l'émotion influence
La motivation, est-ce qu'une IA a besoin d'émotion ou de motivation? Pas du tout, parce qu'elle, par nature, elle n'a pas d'émotion. Là, je viens de vous parler d'intelligence, mais s'agit-il de conscience? Peut-on parler de conscience à propos d'intelligence artificielle? Les algorithmes de l'intelligence artificielle manquent de compréhension conceptuelle, ce qu'on appelle le sens commun ou l'intuition. Un petit enfant, lorsqu'il naît, il a plein de logiciels qui sont téléchargés. C'est ce qu'on appelle, qui sont téléchargés dans ses gènes, c'est ce qu'on appelle l'inné. D'ailleurs, Luc évoquait qu'il fallait plusieurs milliers de passages pour rencontrer une image et comprendre ce qu'est un chat. Ben, une intelligence artificielle embarquée dans un robot va se cogner plusieurs milliers de fois une table avant de l'éviter, alors que le petit enfant, quand il sera fait mal 2 fois, va réagir immédiatement. Alors, vous voyez bien les deux différences. D'un côté, l'humain a une perception intuitive et de l'autre, l'intelligence artificielle, une approche quantitative. Et pour rejoindre ce que disait Luc tout à l'heure, ce qu'expriment les humains, ce sont des idées, alors que ce qu'exprime ChatGPT, ce sont des corrélations d'idées fournies par des humains. L'IA n'a pas conscience de ce qu'elle fait, je vous ai parlé de conscience. Elle n'a pas conscience du tout, elle a encore moins conscience d'avoir conscience. Elle ne pense pas, elle ne sait pas qu'elle existe, elle ne comprend pas ce qu'elle fait, et elle ne donne pas de sens à ce qu'elle fait. Ce qui ne veut pas dire que c'est insensé, c'est un non-sens. Il n'y a pas de sens dans ce que fait l'intelligence artificielle. Donc, à partir de ce que je viens de vous décrire de façon très sommaire, il faut juste comprendre que, alors, on n'est pas du tout les mêmes, c'est ce que je disais en introduction, les deux types d'intelligence n'ont rien à voir entre elles, et donc à partir de là, on ne peut pas les mettre en rivalité. Si je résume ces deux types d'intelligence, d'un côté, on a l'intelligence artificielle qui traite de données massives, de calculs, de statistiques, de corrélations, ce qui n'est pas du tout capable de faire l'humain. Alors que l'humain, lui, est doté de sens commun, d'intuition, d'émotion. Il n'est certes pas aussi fiable que peut être l'intelligence artificielle, et je vais vous donner quelques exemples derrière, notamment vu le côté volume et statistique. Et alors, je ne sais si vous connaissez le terme hallucination quand on parle de ChatGPT. ChatGPT, quand il se trompe, on parle d'hallucination. Et l'humain ne pardonne pas à ChatGPT ses hallucinations, alors que lui, il hallucine à longueur de journée. Alors, comme ces deux types d'intelligence n'ont rien à voir entre elles, l'avenir, et là c'est important pour ceux qui vont se former et évoluer, l'avenir appartient à leur complémentarité. Ce qu'il faut bien comprendre, il n'y a pas de raison d'avoir aujourd'hui une inquiétude du rapport de force entre l'IA et l'IH. Dans certains cas, l'IA est plus performante que l'IH, et dans d'autres cas, l'IH est plus performante que l'IA. L'important, c'est que l'intelligence humaine pilote et domine l'intelligence artificielle. Alors, pour faire un petit retour sur les films de science-fiction, les Terminator et autres, est-ce qu'on aura un jour une intelligence artificielle mal intentionnée? Moi, je redoute plutôt un humain qui utilise une intelligence artificielle mal intentionnée qu'une IA mal intentionnée, pour une raison simple, c'est que l'IA n'a pas d'intention. Alors voilà, je viens de passer, c'est très sommaire, mais j'espère que de façon synthétique, vous avez bien appréhendé ces deux notions d'intelligence artificielle et d'intelligence humaine. Alors maintenant, je vais rentrer un peu dans des exemples caricaturaux pour bien comprendre l'impact de l'IA. Je vais vous parler un peu de production robotisée. La production robotisée, c'est créer de la valeur dans une entreprise avec très peu ou pas d'intervention humaine. Adidas, pardon. Adidas avait externalisé dans les pays émergents une usine de fabrication de chaussures en utilisant de la main-d'œuvre à bas coût. Et il y a 6-7 ans à peu près, Adidas a relocalisé cette usine en Allemagne, à Ansbach, en détruisant donc, dans les pays émergents plusieurs centaines d'emplois et en recréant très peu d'emplois dans cette usine à Ansbach, puisqu'elle est automatisée et qu'il y aura juste quelques ingénieurs ou techniciens de maintenance pour maintenir cette usine. Quand on parle de réindustrialisation de la France, c'est exactement ce qui va se passer. Ça ne va pas créer autant d'emplois et pas du tout les mêmes que ceux que l'on peut imaginer et qui existaient avant. Donc, tout ce problème de réindustrialisation, d'automatisation va supposer beaucoup d'interventions, soit de gens de techniciens de maintenance, soit d'ingénieurs. Je vais basculer sur la cancérologie.
Euh, En cancérologie, un cancérologue ne peut pas avoir en tête les 100 000 mutations génétiques qui sont découvertes tous les jours. Et donc, du coup, les possibilités de cancer qui peuvent exister et qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. Donc, pour arriver à rédiger d'ailleurs le protocole derrière et puis toutes les ordonnances qui vont être nécessaires. Donc, l'intelligence artificielle, à proprement parler, sera plus performante que l'expérience et l'intuition du cancérologue. Alors, vu qu'on a quelques problèmes de main-d'œuvre actuellement en termes de médecine, c'est intéressant parce qu'il faut 10 ans pour former un cancérologue et un clic pour dupliquer un cancérologue tel que celui d'IBM qui s'appelle Watson. Alors, d'un côté, je redis, l'intelligence artificielle est plus performante pour diagnostiquer le cancer du fait de sa connaissance statistique des données massives qu'elle traite, qui sont à la fois très spécialisées et qui sont tout autour de la planète. Si vous couplez cette intelligence artificielle cancérologue à un équivalent ChatGPT, alors ChatGPT va pouvoir rédiger les protocoles de traitement et les ordonnances. Plus besoin du médecin. Alors on va dire, il reste au médecin l'interaction humaine pour arriver à expliquer quelle est la maladie au patient. Eh bien non. Parce que si vous mettez des caméras intelligentes, des capteurs pour détecter les réactions du patient, vous allez voir que l'intelligence artificielle saura mieux et comprendra mieux psychologiquement le profil cognitif du patient pour lui annoncer sa maladie. Toute la conclusion de tout ceci, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut superviser cet ensemble. Et le rôle du cancérologue, c'est superviser l'intervention de ces différentes intelligences artificielles. Je prends l'exemple des avocats. Les avocats aujourd'hui j'en connais qui utilisent régulièrement ChatGPT. Alors, pour faire de la recherche documentaire, bon, ça c'est presque évident. Pour avoir de la productivité, c'est-à-dire qu'on peut rédiger plus rapidement des contrats, etc., en utilisant ChatGPT. Mais pour la créativité, d'ailleurs, Luc Trunsder aurait pu le dire, puisqu'il était l'animateur de la commission des usages du Hub Francia, qui est une instance nationale qui réfléchissait un peu sur les usages. Et la première conclusion qui a été tirée par ce groupe de réflexion et d'experts en IA, c'est que la créativité passe devant même la performance. Je rentre reste dans le monde juridique, un juge dans un contentieux au tribunal de commerce, qui regarde les conclusions des deux parties. Il donne la conclusion de la première partie à ChatGPT, il donne la conclusion de la partie adverse et dit à ChatGPT, mets-moi tout ça en perspective. Il va le faire très vite, hein, en 2 secondes, c'est fait. Il peut même déjà lui demander des premières conclusions pour effectuer son jugement. Alors, vous voyez à la fois, et puis même le challenger. Donc il peut y avoir une interaction, une grosse dynamique entre le juge et ChatGPT. Les entreprises de services numériques comme la mienne, qui ont beaucoup, les grandes, qui interviennent dans beaucoup de grandes entreprises, dans beaucoup d'ingénieurs qui codent, qui développent du code. Et bien, ChatGPT développe du code maintenant. Donc, il va falloir contrôler ce que fait ChatGPT. Donc, on va avoir une accélération de la production de logiciels et avec des interventions plutôt d'expertise au niveau des ingénieurs en codage informatique. Alors, dans tout ça, je suis coprésident de la commission numérique et innovation du MEDEF de Haute-Garonne. Et souvent, dans de nombreuses conférences, j'essaye d'interpeller les chefs d'entreprise qui me regardent un peu en disant « Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui, là ?» Je suis perdu, moi, face à toutes ces technologies. Je vois des commerciaux qui viennent me présenter des offres. Je ne sais pas si c'est la bonne solution pour mon entreprise. Donc, je préfère attendre. Maintenant, un ChatGPT qui s'est diffusé depuis 1 an et demi, et d'ailleurs tous ses confrères, Luc parlait de tout un tas de produits, l'offre devient pléthorique d'ailleurs, eh bien, remonte par capillarité. Tout le monde a son petit ChatGPT ou son large language model, son IA générative, et donc met un peu au pied du mur le monde de l'entreprise, et c'est presque une bonne chose parce que il ne s'agit pas que nos entreprises françaises se trouvent déclassées par rapport à des entreprises chinoises ou américaines qui savent l'utiliser et qui seront de fait plus performantes. Il faut savoir que dans des grandes entreprises, l'intégration d'un ChatGPT, c'est plusieurs centaines d'usages qui vont être modifiés. C'est-à-dire qu'on va révolutionner l'entreprise du sol au plafond. Et donc, tout ça, ce n'est pas qu'un problème technologique. C'est un peu mon cheval de bataille, notamment dans le cas de mon entreprise, mais
intégrer une IA générative, un chat GPT ou un équivalent dans une entreprise, c'est un problème pluridisciplinaire et holistique. C'est holistique qui intègre le tout. Donc, la technologie, il y a des éditeurs logiciels qui ont développé des technologies. Il faut savoir aller les chercher, les choisir et les chercher. Mais ce qu'il faut, c'est mettre en place des solutions pour analyser l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle de l'IA de confiance. Qualifier son IA. Quand vous montez dans l'avion, vous ne posez pas la question de savoir s'il fonctionne bien ou pas. Il fonctionne. Aujourd'hui, on n'est quand même pas fiable à 100% sur l'intelligence artificielle, donc on doit être capable de détecter l'IA de confiance. C'est un problème éthique. Si votre intelligence artificielle a des biais éthiques, ça va être contre-productif pour votre entreprise, ça va être à l'égard de vos clients, à l'égard de vos collaborateurs, etc. C'est un problème juridique. Il y a une réglementation qui vient de sortir, européenne, qui s'appelle AI Act, qui peut sanctionner, je ne rentre pas dans le détail, hein, c'est un sujet très précis, mais par contre, la sanction peut être très, très, très lourde pour les entreprises qui ne l'appliquent pas, d'autant qu'en plus, cette réglementation n'est pas forcément extrêmement bien convergente avec les autres réglementations européennes type RGPD ou Digital Act. Et si en plus, une entreprise décide de mettre en place son intelligence artificielle sans tenir compte de la réglementation et s'aperçoit 6 mois après que, ah ben zut, il faut peut-être le faire, on aura bouleversé toute l'entreprise pour implémenter l'IA et pour se rendre compte qu'on s'est trompé, il faut recommencer à rebouleverser l'entreprise, donc ça peut être assez déstabilisant. Bon, il y a aussi des risques de type cybersécurité et dernier point qui est à l'aspect ressources humaines. Comment est-ce que moi, le chef d'entreprise, compte tenu du fait que les usages vont être modifiés, est-ce que je fais évoluer mon personnel? Donc, comment je travaille sur l'adaptation, leur évolution, leur performance, l'intérêt au travail. Donc, ça, c'est l'évolution des métiers et des emplois. Et puis, c'est aussi l'intervention de cogniticiens, donc des gens qui savent vous faire dire ce que vous savez très bien faire. Chacun dans notre métier, on est expert de quelque chose, mais on ne sait pas l'expliquer, on ne sait pas le décrire. Et les cogniticiens sont là pour vous aider à expliquer ce que vous faites et derrière, ce que vous faites bien, le mettre en interaction avec l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, c'est un phénomène majeur aujourd'hui pour lequel les entreprises n'en ont pas beaucoup conscience. On met ça derrière un vocable de change manager et puis on verra bien plus tard. Et c'est un peu trop simpliste que de le voir comme ça. Voilà, donc je vais conclure là. Je pense que je suis à peu près dans les temps. Juste pour rappeler, c'est bon? Oui? Bon, juste pour rappeler que l'importance, c'est la complémentarité du couple intelligence artificielle, intelligence humaine, où le patron, c'est pas l'IA, c'est l'homme. Et pour ça, il faut savoir évoluer et justement se former. Je vous remercie.